Je refuse beaucoup de choses, honnêtement, tu vois, parce que je suis pas, je, je, bon, j'y vais quand je trouve ça intéressant, mais je refuse beaucoup de communication. C'est pas mon truc. Voilà, je suis pas, tu vois, je me mets Tu te pas décrirais souvent comme en avant. tu te décris comme un entrepreneur discret ou pas? Tu penses? Oui, complètement. C'est, tu vois, j'ai beaucoup de mal à intégrer les conventions. J'ai toujours eu du mal à intégrer les conventions, même avec l'hyperscale de vestiaire. On a absolument voulu me mettre en avant dans plein de situations politiques, en l'occurrence. J'ai toujours refusé. Je me sens pas à l'aise avec ces sujets-là. Donc voilà, ouais, ouais. Puis après, c'est un peu ma culture. On en parlera. Tu vois, c'est un peu mon histoire. Voilà. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Non, mais pas de problème, moi ça m'intéresse en vrai. Tu dirais que c'est quoi? C'est de la timidité? C'est un manque de pas forcément de confiance, mais peut-être un petit peu, un syndrome de l'imposteur? C'est quoi plus qui te Non, je pense que c'est vraiment ma personnalité. Tu sais, moi, je suis un solitaire, vraiment. C'est-à-dire, j'ai une famille, des enfants, etc. Ma nature profonde, c'est justement d'être seul. Et donc, tu vois, dans ma balance de vie aujourd'hui, l'équilibre entre ma vie d'entrepreneur, même si je suis pas à fond sur ce mot-là, et le reste, pour le coup, je me force à garder un équilibre où une semaine par mois, je suis vraiment seul et vraiment loin de la civilisation, en fait. Voilà, tu vois, j'ai une maison dans le Vercors, tu vois, pour rien te cacher. Et j'y passe une semaine par mois, quoi qu'il arrive, en fait. Voilà, parce que c'est le moment où moi, j'ai besoin de me poser, de cadencer les 3 semaines qui suivent. Et voilà, non pas que ma vie soit absolument trépidante, et ultra speed, mais c'est très important pour moi. Sinon, tout ce brouhaha me perturbe beaucoup. Voilà. Et je pense que c'est lié vachement tu vois, mon enfance. Je pense on vient un peu de la même région, il me semble. Mais écoute, moi, je suis né à Grenoble. J'ai été baptisé à Marrakech. Ensuite, tu vois, on est parti vivre en Haïti. Mon père, en fait, il était fou de paléontologie, de minéralogie. C'était vraiment sa passion absolue. C'est une passion qu'il vivait. Donc, il a toujours travaillé ou construit ses univers de travail autour de sa passion. Et voilà, notre famille est partie vivre en Haïti, ensuite au Cameroun, ensuite sur la frontière tchadienne, ensuite en Guyane, mais pas à Cayenne. Tu vois, donc j'ai toujours été dans des contextes où il fallait pas avoir peur d'être seul, et en tout cas confronté, tu vois, des systèmes un peu différents d'aujourd'hui. Donc je pense que ça a beaucoup évidemment infusé sur qui je suis aujourd'hui. Voilà. J'aime les gens, mais j'ai besoin de mon équilibre avec mes temps morts. Voilà. mais c'est super intéressant et moi j'adore que tu puisses me dire ça parce que en fait, j'ai l'impression quand même que quand on parle d'entrepreneuriat, on est de plus en plus dans une narrative qui est très liée au capitalisme, mais de manière, logique, hein. Un peu Elon Musk qui te dit, «Si tu travailles 150 heures par semaine, tu es dans le bon et si tu fais un 40 heures, bon courage à toi». Là où, et c'est hyper valorisé en tant qu'entrepreneur de dire: «Je suis dans le jus, j'ai pas 5 minutes à t'accorder». Là où en fait, tu prouves que tu peux créer de très belles boîtes en ayant cette personnalité-là, en ayant besoin toi aussi d'avoir du temps pour toi et tu parles de solitude, ça n'exclut pas le fait que tu as quand même lancé une boîte à plusieurs cofondateurs. Tu vois, vous étiez pas uniquement 2 et donc ça permet quand même aux gens qui nous écoutent de comprendre que c'est pas du tout un frein à l'entrepreneuriat, ce côté, un peu contemplatif de la vie, ce côté, où j'ai besoin d'avoir mon temps calme aussi, quoi. Ouais, je pense que oui, je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Enfin, c'est pour ça, tu vois, on parlait d'IA juste un peu avant. Moi, je suis toujours un peu surpris par la boulimie absolue. C'est-à-dire que quand on m'explique qu'on lance une boîte par jour, très bien, c'est super, mais à la fin de l'histoire, ça sert à quoi? C'est quoi le sens de tout ça? Tu vois, donc moi, j'ai toujours une vision un peu sur des temps longs, parce que je pense que c'est important. Surtout, tu vois, moi, je suis très attiré par le consumer, tu vois, les business des consumers, parce que à la fin, c'est les usages, je trouve, qui sont intéressants, plus que le produit parfois.
Et donc, et donc ça, c'est des temps longs, voilà. Et ça, en tout cas pour moi, ça nécessite de me stopper à un moment donné et de réfléchir à ce que je fais et de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, etc. Voilà. J'ai cet équilibre-là. Après, les moments où on est dans le jus, on est vraiment dans le jus, mais c'est tellement passionnant donc, voilà. Je trouve que la réussite, à mon avis, dans le job, c'est de jamais avoir le sentiment de travailler. Tu peux travailler jusqu'à l'épuisement à la fin. Je sais que c'est très cliché ce que je te dis, mais ça nous est arrivé combien de fois chez Vestiaire de pas regarder les nuits, pas regarder parce qu'on était tellement dedans, tellement passionnés en fait que voilà. On parlait juste avant parce que j'avais une réunion euh, avec des investisseurs et je me souviens chez Vestiaire, on avait fait un BP, le BP du début. euh, de, on avait prévu de faire 400 000 euros la première année. Euh, et en fait, on avait plus de 10 millions de revenus la première année finalement. Donc tu vois, c'est juste que t'as beau réfléchir, avoir ta cadence de temps, etc. Enfin, tu maîtrises pas toujours tout. Et c'est ça qui est génial en fait. Et cette surprise-là, il faut pouvoir aussi il faut pouvoir l'orchestrer intelligemment. Et toi, la construction, elle se fait, tu maîtrises pas tout en fait. Mais du coup, c'est pour ça que moi j'ai besoin d'être entouré de gens qui complètent en fait mon profil. Je ne sais pas travailler tout seul, c'est impossible. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Pour essayer de t'introduire, même si c'est toi qui le fera mieux que moi, hem, donc tu t'en as parlé, donc Sébastien, tu créé, tu co-créé, Vestiaire Collective, entre autres, parce que tu as lancé pas mal de projets, certains avant, certains après. On y reviendra, sur à peu près chacun d'entre eux. La question que je pose à tous les invités, et donc tu vas pas y déroger, je pense que tu la vois, c'est si tu sortais ton corps et que tu te voyais à la troisième personne, comment est-ce que tu te décrirais? Écoute, alors évidemment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait mes petites due deals. Hem, je trouvais un peu contre nature la question. Alors moi, j'ai fait un truc encore, tu vois? J'ai demandé à quelqu'un d'autre de me décrire et j'ai demandé notamment à Claude de me décrire, Impeccable. en lui mettant des freins, et en lui demandant, quelque chose de très objectif. Je résume parce qu'il m'a fait 40 000 lignes. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Sébastien Fabre, cofondateur de Vestiaire Collective, l'un des très rares Français à avoir bâti une licorne consumer mondiale, et probablement l'un des experts les plus aguerris au monde du marché du luxe de seconde main, un entrepreneur qui pense le commerce sur le temps long, pas les usages et par la data. Ensuite, ça dit attiré par les situations complexes, les phases d'amorçage, les premières années, les années de construction. Ça dit capable d'intervenir sur toutes les phases de vie à condition qu'il y ait des sujets. L'inertie l'éteint. Ok, j'ai dû le dire quelque part, ça avant, préalablement. Penseur d'équipe ne conçoit pas un business en solo. C'est construire un collectif avec humilité et reconnaître qu'il peut se tromper sur les humains. Capacité d'anticipation des marchés, a vu le e-commerce du luxe avant tout le monde, etc., etc. Voilà. S'ennuie vite, plus bâtisseur qu'opérateur, a besoin d'enjeux critiques pour donner son meilleur, lucide sur les limites, y compris sur le recrutement qu'il revendique, pas toujours réussi. Voilà. Bon, en gros, il y en a encore 50 000 lignes, mais tu vois, je pense que c'est assez parlant. C'est quand même assez dingue, moi aussi j'ai déjà fait Bon, l'exercice. je te coupe, mais il avait dit autre chose aussi parce que je lui ai demandé aussi les critères perso et il m'avait dit en surpoids aussi. Tu vois, donc ça, bon, je trouvais que c'était Mais drôle, mais alors je sais pas d'où il sort, bah parce que je lui donne cette information. tu vois, mes infos WeThing Ah, c'est parce que c'est et je lui un peu demande ton de me coach aussi, suivre. Voilà. ton coach perso, ouais, j'avoue, je travaille assez là-dessus avec lui aussi. Il est très bon d'ailleurs, hein, pour les gens qui nous écoutent, Ouais. sur le coaching, plus sportif et tout. Hem, Effectivement, tu t'en as parlé en intro du fait qu'on est à peu près de la même région. Moi, je suis plutôt, entre Lyon et Grenoble, Villefontaine si jamais ça te parle. Les terres Hem, froides. Exactement. Mais effectivement, là, je finis mes études à Grenoble. Toi, t'as été, petit là-bas. J'aimerais bien qu'on revienne à peu près à cette période pour que tu puisses nous dire, quel genre d'enfant tu étais, quel genre d'élève même potentiellement tu étais,
dans tes plus jeunes années. Hop, je vous arrête une seconde parce que dans En orbite, on parle souvent de vision, de croissance, mais on parle jamais du truc qui prend le plus de temps pour un entrepreneur, c'est la paperasse. Parce que perso, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur pour faire de la paperasse et de la compta, on le devient surtout pour faire son métier. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler d'un outil que j'adore, c'est Time. Time, c'est un logiciel de facturation électronique simple et 100% gratuit, mais surtout, ils sont absolument conformes pour la nouvelle réforme de facturation électronique qui arrive. Et ce que j'adore, c'est que tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Soit juste pour la plateforme agréée pour recevoir tes factures électroniques tout en restant conforme, soit tu prends leur outil de devis plus facture 100% gratuit pour tout centraliser. Bref, t'as vraiment un côté tout en un qui est hyper cool avec de la facture fournisseur, du suivi, de la trésorerie, t'as même un compte pro intégré. Bref, ça permet de me libérer d'un des trucs les plus chiants pour moi, c'est vraiment la charge mentale. Ils sont 100% français, si vous savez depuis le temps que vous me suivez à quel point je donne du crédit à tout ce qui est beau et intuitif, bah pour le coup c'est vraiment le cas ici. Et visiblement ça plaît parce qu'ils sont à plus de 4,8 sur 5 sur 3600 avis. Je te mets le lien en description, tu peux commencer gratuitement et si tu veux tester leurs offres Start et Business, on te met 2 mois d'essai gratuit offert comme ça tranquillement. Bon voilà, je te laisse avec ton épisode, il est génial, à bientôt. Alors j'ai pas passé beaucoup d'années jeunes à Grenoble, mais écoute, je pense que j'ai pas trop de souvenirs de ma jeunesse. Je viens d'un milieu assez favorisé. Je pense que on marquait souvent l'inverse. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des parents éduqués avec des ressources et mais avec le sens de l'argent. Et donc ça évidemment je pense que c'est important. J'étais très bien entouré toujours. Voilà. Après. Bon, je t'ai dit qu'on était parti vivre à l'étranger dans des pays un peu compliqués. Donc, ce qui est certain, c'est que quand je suis rentré, quand je suis rentré en France, je suis rentré avant mes parents. Voilà. Et donc, du coup, j'ai vécu seul assez vite. Tu vois, j'ai vécu seul, j'avais 15 ans et demi. Et donc, évidemment, tu fais toutes les conneries du monde. Et j'étais pas un étudiant studieux. Là, je suis désolé, je sais pas trop dans les clichés, mais toi, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai raté mon bac. Voilà, mais en fait, j'ai toujours eu confiance en moi. Je me suis rattrapé après, en fait. Voilà, c'est juste, je pense que c'est une question de maturité, tu vois. Ce que j'explique souvent à mes, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver la maturité de comprendre ce que tu fais et à quoi ça sert. Voilà, moi, c'est arrivé un peu tard. Donc, je faisais, et puis si on doit rentrer dans les détails, tu vois, je faisais beaucoup de BMX, beaucoup de ski, beaucoup de sport, ouais, voilà. Mais enfin, tu vois, tu parles des clichés. En réalité, je pense que, bon, déjà, il y a pas vraiment de parcours linéaire, mais tous les entrepreneurs que j'ai reçus, il y a plutôt eu des parcours atypiques comme ça, disons. Hem, sur l'école, ça leur plaisait pas forcément, mais à un moment, ils ont réussi à se trouver une passion. Alors certains ont réussi à développer cette passion en arrêtant les études complètement, d'autres ont continué les études parce que justement, ils ont réussi à trouver des études qui les passionnaient. Mais effectivement, on retrouve assez souvent des personnes qui sont assez, drivées par la passion. C'est ce que tu me disais et moi, ça a été complètement le cas. J'ai eu un parcours scolaire, vraiment pour le coup épineux et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je me suis retrouvé, notamment dans les études supérieures, bah, tout s'est déroulé de manière, assez linéaire et assez cool. Après ce parcours scolaire, tu as travaillé, à l'étranger aussi, heu, notamment chez, Microsoft, si je me trompe pas. Tu es resté assez longtemps là-bas. Alors même que, tu as beaucoup de personnes qui nous disent, que voilà, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut faire attention à la prison dorée, enfin aux menottes dorées, ne pas, trop, se sentir à l'aise dans le salariat et cetera, notamment dans des grosses boîtes. Toi, tu es resté assez longtemps. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi cette expérience et qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite? En fait, tu sais, moi, la notion d'entrepreneuriat, je l'avais pas forcément en tête. J'ai toujours voulu créer ma propre histoire, point. Voilà, que ce soit à travers une boîte, à travers autre chose. J'ai pas. Voilà. Et en fait, si tu veux, vous vous rendez pas compte, vous, votre génération, mais moi, ma génération, on n'avait pas le mobile. Enfin, honnêtement, donc du coup, on s'occupait avec beaucoup d'autres choses et je pense que c'était pas si mal. Et en fait, quand j'ai terminé mes études, Microsoft, j'ai eu la chance de pas avoir envoyé de CV et finalement, je suis né professionnellement en même temps que l'internet grand public.
Donc pour toi, évidemment, ça te paraît le siècle dernier. Mais voilà, en fait, c'est la réalité. Donc ce que on vit aujourd'hui avec l'IA d'une certaine façon, moi je l'ai vécu avec l'internet et le mobile euh, au tout début de ma carrière. Donc finalement, j'étais dans la meilleure boîte du monde sur ces sujets. Ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables et de construire des business avec beaucoup d'autonomie. Et je pense que Microsoft a contribué de manière vraiment indirecte et puissante à ma philosophie de travail et à créer en fait la suite d'après Microsoft. Je suis parti avec beaucoup de regrets de Microsoft, honnêtement, 10 ans. Mais voilà, et on m'a fait une offre qui était tellement dingue que je j'ai pas pu la refuser. J'ai rejoint un Canadien qui s'appelait John McBain et qui avait un business qui s'appelait Trader Classified Media. Et lui, il avait une vision qui était assez folle. Et honnêtement, je trouve avec beaucoup d'intuition. C'était la conversion, en fait, des business papier, des petites annonces papier sur le online. Et tu vois, c'est les ancêtres Kijiji et autres centrales, etc. Et donc, mon job à moi, c'était à la fois de racheter des business de papier, de petites annonces, et de les convertir après en business digitaux. Voilà. Et donc, on a fait ça partout dans le monde, au Mexique, partout en Europe, en Asie, etc. Donc, moi, j'ai passé 2 ans avec lui. Bon, j'étais pas fan de l'homme. J'espère qu'il nous écoute pas. Mais en tout cas, j'ai appris énormément et j'étais assez jeune et très autonome dans mon job. J'ai très bien gagné ma vie, en l'occurrence, et ça m'a permis de rencontrer des business comme par exemple les premiers sites de rencontres. Euh, et donc d'un peu de voir toi la puissance de l'intermédiation, de la relation entre les particuliers, etc. Voilà. Donc je voyais qu'il y avait un potentiel fort. Donc je suis resté 2 ans et après, si tu veux, il y a eu l'idée de vestiaire, clairement. Voilà. Elle avait déjà été un peu amorcée chez Microsoft parce qu'on avait fait un gros partenariat stratégique avec eBay à l'époque. eBay, boîte que j'adore depuis toujours. Voilà, vraiment fan de cette boîte. C'est probablement un des groupes dans lequel je retournerai avec plaisir parce que je pense que des boîtes qui ont des fondamentaux, des socles très lourds et qui en même temps sont capables d'innovation. Mais non, voilà, il y avait eu cette logique de comprendre le vertical de la mode quand j'étais chez Microsoft. Et je crois qu'eBay faisait déjà 1,4 milliard sur le sujet. On était je crois 2007 ou 2008. Voilà, mais je trouvais que c'était très mal articulé, donc il fallait prendre les choses en main. C'est quoi exactement le truc qui t'a fasciné le premier chez eBay? Tu vois, on parle souvent, enfin, tu as beaucoup parlé du fait que tu étais très attiré par le consumer. Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré chez eux qui t'a fasciné autant? Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a, je trouve que la liquidité, tout se vend. C'est pas compliqué, tout, partout, t'as un acheteur et un vendeur. Donc, tu peux vendre tout et n'importe quoi. Et en même temps, t'as des verticaux qui sont des verticaux de passionnés. T'as beaucoup de collectionneurs sur eBay. Et donc, c'est des mondes parallèles, en fait, avec des millions d'utilisateurs qui font des transactions. Et j'aimais bien ce côté à la fois dénicher des produits que tu trouves pas à côté de chez toi. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait une stickiness, une audience qui était très captive, que je trouvais remarquable. Il y avait des millions d'utilisateurs qui revenaient tous les jours et voilà, qui faisaient des transactions, qui dénichaient des produits. Je trouvais que c'était assez phénoménal. Quand vous lancez Vestiaire, moi j'aimerais que tu parles de l'idée première qui arrive, Mhm. de comment on la cultive et du moment où vous vous retrouvez. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que vous étiez 6 cofondateurs à la base. Mhm. Hem, du moment où vous vous retrouvez, où vous dites: «Bon bah, OK, c'est bon, on y va. L'idée on l'a, on va essayer». Ouais, écoute, déjà il y a la rencontre. Enfin, tu vois, Enrique, on est les 6. Enrique Fernandez, c'était mon meilleur ami. Il était chez Showroom Privé à l'époque. Fanny Moisan, c'était la sœur d'un garçon qui travaillait avec moi chez Microsoft. Sophie Herson, c'est une amie proche de ma sœur.
Et Christian et Alex, ils avaient une agence à Saint-Maur et c'est un fonds qui me les a présentés. Donc tu vois, on s'est retrouvés vraiment dans un truc où bon, on savait plus ou moins qu'on avait des compétences, mais j'ai pas été chercher des talents moi. Voilà, je suis un peu tu vois, la personne qui a rassemblé tout le monde autour du projet. Mais il se trouve L'équipe juste qu'on d'avenir. s'est voilà, et je pense que honnêtement, on a trouvé nos affinités de travail et assez vite. Euh, et donc l'idée, non, il y a eu beaucoup d'itérations. Tu vois, on a passé 6 mois à réfléchir un peu à ce qu'on voulait et comprendre toutes les frictions, les points bloquants pour les acheteurs et les vendeurs. Il faut pas oublier que sur le marché de la seconde main, quand tu détiens pas le stock, à la fin de l'histoire, il faut raconter justement cette histoire. Et puis surtout, c'est des univers avec soit c'est l'offre qui fait la croissance, soit c'est la demande. Parfois c'est les deux. C'est souvent, et dans la mode, c'est souvent une question aussi de cross-border. Et je suis désolé pour les anglicismes, hein, mais parfois j'en fais. Bon, c'est comme ça, comme tout le monde. Mais bon, du coup, il fallait réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui rassurait un acheteur? Qu'est-ce qui rassurait un vendeur? Comment créer la liquidité de marché? Tu vois, on a coché un peu toutes les cases et on s'est dit on y va en fait. Et puis après, on s'est posé la question dès la phase de projet du financement. Euh, Sophie Hersan était amie avec Thierry Gillier, le fondateur de Zadig et Voltaire, qui est un type assez remarquable, pour être honnête. Il a une sensibilité à l'art et qui est complètement dingue. Et donc, c'est quelqu'un qui a une sensibilité au produit. Et donc, on s'est rencontrés. Il a mis 400 000 euros dans la boîte très vite. On est en 2009. Hein. Et le projet n'existe pas, en fait, concrètement. Donc, il fallait quand même être assez visionnaire. Et puis voilà, on s'est lancé. Puis finalement, si tu regardes le modèle aujourd'hui, il a pas évolué en fait. Hein. C'est-à-dire que la feuille de la feuille de 2009 globalement correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore Vestiaire Collective et qui peuvent nous écouter, hem, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'était justement l'idée initiale et ce à quoi ça ressemble aujourd'hui ou du moins ce à quoi ça ressemble, lors de ton départ? Alors Vestiaire, c'est une marketplace intermédiaire. Voilà. Donc, tous les produits passent. Alors c'est une marketplace qui est spécialisée dans les produits plutôt haut de gamme de mode et qui est intermédiaire, c'est-à-dire que tous les produits passent entre les mains de contrôleurs qui sont formés en fait chez Vestiaire avant d'être redistribués en fait à l'acheteur final. On peut dire que ça crée de la friction, mais cette friction, elle crée de la valeur à la fin. C'est-à-dire que évidemment, on a plus d'acheteurs. Et comme on a plus d'acheteurs, on a plus de vendeurs. En fait, c'est toujours une question d'équilibre entre les deux. Ouais. Hem, toi, là dans le parcours que tu nous racontes, il y a pas vraiment de sensibilité à la mode ou de rapport à la mode dans ce que tu peux nous raconter. Est-ce que c'est un truc que tu as été amené à cultiver ou un truc que tu avais plutôt en toi, notamment la mode plutôt haut de gamme comme tu dis? Comment est-ce que tu en es arrivé à monter une des boîtes principales sur ce secteur-là? Ah, je suis définitivement pas le type de la mode dans l'équipe. Tout ça a été porté plutôt par Sophie Hersan, qui a une vraie sensibilité aux produits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les communautés. En fait, si tu veux, l'univers de la mode, c'est un univers ultra communautaire. Et en fait, il y a à la fois de l'inspiration, à la fois des produits, à la fois, tu vois, de manière dont on porte les produits. C'est les débuts aussi des blogs, tu vois, des blogs de mode, etc. Donc, on était capable de mettre en scène des choses. Et donc, tout ça combiné, moi, me passionnait. Et donc, tu vois, on a toujours essayé de garder bien cette colonne vertébrale de l'inspiration, en fait, jusqu'à la transaction. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. On se voulait un site communautaire. C'est pour ça que on s'appelait Vestiaire Collectif, d'ailleurs, hein, à l'origine. Euh, mais oui, voilà, la mode, c'est pas moi. Mais je la comprends. Voilà. Su sur les chiffres et même sur le storytelling et tout que tu nous partages, ça fait très, success story de bout en bout. J'imagine que malgré tout, il y a quand même eu des doutes et des moments un peu plus down dans ce début d'aventure. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué sur, heu, au point plutôt d'arrêter de potentiellement arrêter? Ou de te dire: «OK, ça va pas le faire»?
Non, honnêtement, il y a eu plein de moments difficiles, il y a jamais eu de doute. En fait, si on a appuyé sur le bouton en octobre-novembre 2009, il faut juste que tu comprennes qu'une semaine avant qu'on appuie sur le bouton, il y a un site qui s'appelle VidDressing qui se lance sur exactement le même modèle. On est en France et en fait, il se lance, on n'avait pas connaissance, rien du tout. Donc là, il y a eu un doute assez fort en se disant mais waouh, on a eu la même idée au même moment, on fait exactement la même chose, on est tous les deux en France. Alors ça, c'était assez surprenant. C'est la seule fois, je crois, où j'ai regardé un peu un peu mes concurrents. Non, mais tu sais, on était pris dans une spirale. À la fois la spirale de la croissance, et celle-là, elle est très agréable parce que, encore une fois, il s'agit d'orchestrer. Alors, il faut orchestrer intelligemment, on apprend sur le chemin parce que c'est des boîtes qui avaient besoin d'être financées. Alors, je sais que la mode est très différente aujourd'hui sur les startups et sur les boîtes qu'on lance. Mais à l'époque, on disait toujours, regarde la top line, t'occupe pas du reste. Et donc, moi, mon job, c'était vraiment de faire en sorte que on arrive bien à traduire la vision, que l'internationalisation se passe et qu'on trouve à chaque fois, on anticipe les financements. Je passais 30 à 40% de mon temps à anticiper des levées de fonds pour financer la boîte. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré les plus gros VC US ou les plus gros VC du monde. J'ai rencontré les fondateurs des boîtes les plus incroyables, tu vois, David Karp de Tumblr ou Adam Newman ou tu vois tous ces gens qui font en fait qu'on fait un peu l'effervescence aujourd'hui. En fait, nous on était vraiment alors c'est très drôle parce que quand on levait des fonds à Palo Alto, on venait d'un pays exotique. C'est fou d'avoir vécu ça, si tu veux. Donc à la fin, bien sûr qu'il y a des hauts débats, bien sûr que parfois, et c'est la raison pour laquelle aussi je suis parti, et ça venait pas de moi, hein. Le board a décidé qu'il fallait que je parte. À un moment, tu fais moins de croissance. Il faut réfléchir à ton CAC différemment, il faut arriver, voilà, à s'adapter. Et bon, voilà, il y a eu des moments où t'es un peu usé de répéter toujours tes levées, tu vois. Mais honnêtement, je suis tellement fan de cet univers parce que je trouve qu'il y a un ancrage de la seconde main dans les usages et que plus ça va, plus la seconde main passe avant le reste pour plein de raisons dans les achats. Et puis, toi, t'as une vision organique en fait du marché qui est passionnante parce que ça grossit, les usages fonctionnent, ça passe les générations, donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Et à la fois, créer une boîte aujourd'hui, c'est totalement différent. Et toi, je l'ai vécu avec Agua Blanca, où j'étais dans une boîte en transition entre un vestiaire et ce qui se passe aujourd'hui, où j'ai pris les financements dans les dents, en fait, à un moment donné. Peu importe la réussite de la boîte ou tes data, à la fin, ces deux mondes, soit sont passés de l'un à l'autre tellement vite que il y a beaucoup de boîtes, en tout cas dans le consumer, qui ont mis la clé sous la porte, à ce moment-là. Sur les différentes levées dont tu parlais, ou même de la fatigue que tu pouvais avoir à la fin, moi je sais que, parler des levées en tant que telles, c'est pas forcément mon univers, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser plutôt. Moi je suis plutôt sur l'humain, mais, mine de rien, vous faites partie des licornes qu'il y a pu y avoir en France, qui est un titre malgré tout, quand même très honorifique. Hem Est-ce qu'il y avait déjà cette intuition que ça pouvait le devenir, au moment du lancement? Ou en fait, c'est au fur et à mesure de l'avancée que vous vous êtes dit: «Mais en fait, on tient un truc, extraordinaire». Est-ce qu'il y avait déjà ce sentiment que vous pouviez créer une licorne à ce moment-là? On n'y a jamais réfléchi, on s'est jamais posé la question. Imagine une bande d'amis qui créent un business. On a recruté des gens qu'on aimait. Moi, jusqu'au centième salarié, j'ai pas regardé un CV. Chacun sa méthode et honnêtement, la mienne n'a pas prouvé non plus que c'était la bonne solution. Et en fait, si tu veux, on était dans un truc où, euh, puisque la boîte faisait beaucoup de croissance, finalement,
on s'est pas posé les mêmes questions que les autres et on s'est pas posé la question de ce qu'on construisait. On voyait qu'on avançait, on voyait qu'on était en hypercroissance, c'était super. Voilà, à aucun moment je me suis dit je vais faire une licorne, c'est super. C'est pas, c'était pas du tout notre philosophie de vie. Nous, notre objectif, c'était de contribuer à changer en fait les usages. Et je vais te dire en fait pour être un peu plus clair en fait dans ce que je t'énonce, on a quand même eu une tactique de construction. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que tout arrive par hasard. Encore une fois, on est en 2009, la seconde main. Les groupes de luxe, c'est compliqué. Honnêtement, nous regardent plutôt d'un œil très 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 négatif. On a reçu un nombre de lettres recommandées considérables qui nous ont fait parfois un peu peur, hein, honnêtement. Mais tu vois, on s'est dit, ok, quel est le player qui peut nous aider à avancer dans cet univers? Et on a fait rentrer très vite Condé Nast, qui est l'éditeur du Vogue, parce que ils étaient un intermédiaire assez incroyable. Et donc Condé Nast, dans notre capitale, ça nous a permis de rencontrer absolument tous les acteurs de la mode et d'expliquer notre processus. On était vraiment dans une logique où on construisait, tu vois, l'usage par la lifetime value en disant, bah voilà, quelqu'un qui vend, bah, potentiellement c'est un acheteur plus tard, donc notre coût d'acquisition va plutôt porter sur les vendeurs, et puis ces vendeurs, on va les convertir en acheteurs, et puis à la fin, tu vois, la mécanique d'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, finalement, ça génère de l'usage profitable. Et on montrait, on a eu beaucoup de data très vite en fait. Ça c'était mon école un peu Microsoft où on a vraiment tout construit par la data, sans que ce soit la data qui drivait le business, mais en tout cas pour comprendre les usages. Et donc on était capable de montrer la valeur réelle des produits dans le temps. Quand on allait voir des groupes de luxe, on avait de la data sur la vie d'après en fait du produit. Ça passionnait les groupes. Voilà. Donc tu vois, on a toujours essayé d'y aller un peu avec finesse. On n'a rien forcé, mais je crois que notre approche qui consistait à contrôler le produit rassurait aussi les marques. Dans le principe de vestiaire, il y a quand même un truc, quand on monte une boîte, en sachant que, voilà, on veut faire du revenu, c'est quand même une base et tout, même si vous, il y avait une portée, quand même autre, derrière. Hem, sur, la capacité que vous aviez à refuser certains articles, pour la qualité, pour le client justement, hem comment est-ce qu'on arrive à tenir ce genre de décision en sachant que, voilà, tu fais rentrer des fonds, tu fais rentrer des personnes qui pensent uniquement quasiment par la croissance et qui veulent du revenu, hem, en sachant que en fait, c'est pour le bien de la boîte, même si ça fait peut-être un peu moins de chiffres? C'est une bonne question. Et mon successeur a ouvert énormément les vannes des marques et des catégories. C'était un choix qui correspondait au moment. Moi, je crois que quand tu es dans une phase de construction, euh, l'adhésion, elle passe essentiellement par l'identité. Et donc, encore une fois, ce que je regardais beaucoup à l'époque, c'était euh, la marque, les catégories et potentiellement, et pas potentiellement, ouais, donc, et aussi vraiment le panier moyen. C'est-à-dire que comme en intermédiaire, on avait une cost-pagne qui était assez lourde, et donc en dessous d'un certain panier, on perdait de l'argent. Et donc, en tout cas, on perdait de l'argent à la première commande. Et donc, tu vois, on s'est toujours posé la question de dire, est-ce que notre coût d'acquisition, il est vers le vendeur ou est-ce qu'il est vers le produit du vendeur? Et derrière, comment on arrive à maintenir un équilibre entre les produits qui nous font faire de la croissance, ceux qui nous font faire de la marge. Et donc, tu vois, cet équilibre-là, il a été fait assez vite, assez tôt, mais ça voulait dire qu'on était quand même assez restrictif dans nos choix. J'ai plus en tête le nombre de marques qu'on acceptait, mais c'était déjà suffisant. On avait des dizaines de milliers de produits qui arrivaient toutes les semaines sur la plateforme. Je crois que c'est en millions par semaine aujourd'hui, hein, d'ailleurs, mais c'était suffisant pour nourrir. Après, on a été surpris. On a ouvert les US en 2012, très mal anticipé. Ça, c'est de ma faute. Et donc, on s'est retrouvé avec un catalogue européen totalement asséché. Les acheteurs américains ont acheté les produits européens.
On n'est plus en avant en Europe. Donc en fait, on a vraiment fait. Voilà. Et donc tu vois, c'est des expériences de business qui sont assez drôles. Enfin, maintenant que j'en parle, sur le moment, honnêtement, on a une petite sueur où on s'est dit tiens, on va peut-être ouvrir un peu plus les marques et sélectionner des catégories plus larges. Mais on l'a pas fait. Tu vois, on a testé l'enfant. On faisait beaucoup de top line sur l'enfant, mais les paniers étaient tellement bas finalement qu'on n'était pas capable de porter en fait notre modèle avec cette catégorie-là. Parce que pour les gens qui suivent et qui veulent vraiment, tout comprendre, la manière dont vous gagnez de l'argent sur le business model, c'est quoi exactement? On prend une commission, enfin en tout cas on prenait une commission sur la transaction et en fait cette commission elle variait en fonction de la catégorie, en fonction de plein de choses. Alors on n'est pas sous les prix dynamiques de voyage SNCF, hein, mais on avait quand même une logique différenciée par type de catégorie et de produit. Et pays aussi. Sur, moins l'aspect, produit, et vraiment cœur de la boîte, il y a 2 questions pour des entrepreneurs qui peuvent nous écouter et sur lesquelles, tu pourrais les conseiller. La première, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit, le fait que tu es assez solitaire et cetera. Malgré tout, je t'ai fait la remarque, où vous étiez 6 cofondateurs. Quand on est 6 cofondateurs sur une boîte qui prend une ampleur telle qu'une licorne, comment est-ce qu'on fait pour gérer les décisions importantes, pour, s'accorder et faire en sorte que la boîte aille toujours dans le bon sens? Tu sais, en fait, du coup, c'est une boîte qui tourne, qui est financée, donc on a un board avec beaucoup tu vois, d'investisseurs ou de représentants au board. Et donc, les décisions, en fait, elles sont décidées au board. Tous les cofondateurs n'étaient pas au board. Et donc, voilà. En revanche, je pense qu'on a toujours été absolument alignés dans toutes les décisions. Elles se prennent, voilà, enfin, toi, pour une manière de répondre à ta question, c'est vraiment ça, c'est le conseil d'administration qui décide. En revanche, la communication, elle est fluide, parce que on est tout le temps les uns sur les autres, en fait. Donc, il y a rien qu'on découvre, en fait, tu vois, c'est vraiment, Et pour réaxer ma question, parce qu'effectivement là, elle est peut-être potentiellement un peu niche sur les gens qui nous écoutent. Il y a peut-être peu de gens encore qui ont un board et qui ont un CA aussi rempli. Hem, Quand vous vous êtes lancé plutôt sur les premières phases de l'entreprise, quand vous êtes 6 à devoir décider des décisions les plus importantes, comment est-ce qu'on s'organise, on s'accorde? et écoute, je vais te dire, c'est un peu dur, mais je pense que il y a une question de communication. En revanche, la décision, elle doit être prise par quelqu'un. Point. Et donc, tu as beau cofonder une boîte à 6, à la fin, si les 6 ont le même pouvoir de décision, les mêmes salaires, etc., tu te retrouves assez vite dans un nœud que tu ne arriveras pas à gérer dans le temps. Et donc, on va être très vite, on a organisé en fait ces processus-là, discuter entre nous. Quand il y avait un point de rupture, tout le monde discutait, etc. Mais la décision, elle était prise par moi à la fin, tu vois, avant qu'il y ait le board. Après, quand il y a eu le board, bon, j'avais une voix de plus au board que les autres. En revanche, effectivement, il y a eu des gros débats sur les lancements internationaux, etc., etc. Carrément. D'où potentiellement aussi le fait de se lancer sur un nombre impair. C'est chose qu'on m'a conseillé souvent, mais qui est peut-être aussi parfois un peu plus simple. Oui, bah, c'est simple. En même temps, tu peux aussi avoir une voix supplémentaire, tu vois. Oui, c'est Ça pas faux. marche aussi. Voilà. C'est pas faux. Il y a un truc Non, que je tu pense que. Ah, ouais, pardon. vas-y, pardon. Non, 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 vas-y, je t'en prie. Non, mais va au bout de ton idée. Je sais plus ce que je voulais te dire. OK, au top. Donc, Alors, vas-y, il y fonce. a un truc, que tu as pareil souligné plusieurs fois. Je crois que c'était, dans ta description, Claude, et même tu en as reparlé, quand tu as parlé de comment vous avez monté la boîte. C'est sur le recrutement. Heu, Sur le fait qu'apparemment tu recrutais pas toujours de la meilleure des manières. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça, parce que justement, si jamais tu as fait des erreurs là-dessus, potentiellement ça peut aider des gens à pas les reconduire. Écoute, je vais te dire un truc ultra cliché, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Moi, j'ai souvent suivi mon intuition et elle n'a pas toujours été bonne. Voilà. Donc, j'ai vraiment besoin d'humanité. Et donc, si tu veux, quand tu montes une boîte qui est en hyper croissance, parce que c'était le cas, la question, c'est de se dire plutôt qui va tenir, un, avec la philosophie de la boîte, deux, avec les objectifs de la boîte, et trois, avec la dynamique de la boîte. Et donc, moi, je regardais vraiment ça.
Et donc, dans la boîte, j'ai vu tout le monde. C'est honnêtement tous les, même les personnes au contrôle, au colis, etc. Je pense que c'est très important parce que je crois que vraiment c'est l'unité en fait qui fait que ça fonctionne. On a le droit de pas être tous d'accord, etc. Il y a pas de sujet, hein, mais en tout cas, vraiment, quelle est la vision, etc. Et donc, je faisais un point global avec toutes les équipes, toutes les semaines. On avait un kick-off qui était pas un kick-off cliché avec les datas, etc. Je partageais 99% de toutes les informations, où on en était financièrement, est-ce qu'on avait encore du cash pour construire les choses, quel a été l'enjeu de la semaine, qu'est-ce qu'on allait vivre les semaines suivantes et pourquoi j'avais besoin de focus, etc. Je pense que cette transparence-là, euh, elle nous a beaucoup aidé. Et du coup, si je reviens sur le recrutement, tu vois, je travaillais vraiment sur ces critères humains-là. Évidemment, il s'agissait vraiment des métiers support. Sur les métiers qui sont les métiers du contrôle, là, c'est nécessité tu vois, des compétences extrêmement fines sur les produits par marque. Alors moi, évidemment, je voyais les équipes pour la partie philosophie, etc. Mais là, c'est Sophie qui s'occupait de recruter en fait les contrôleurs, les contrôleuses hein, des produits. Est-ce que toi, même si, je pense que tu as toujours, au fond ce côté instinctif, empathique et cetera, qu'on ressent assez bien, mais, hem, est-ce qu'au fur et à mesure, tu t'es quand même, mis des espèces de barrières sur, «OK, je sais que je suis quelqu'un d'empathique, de potentiellement sensible et qui va beaucoup suivre son instinct sur quelqu'un, mais il faut quand même que je me mette un cadre pour, heu, réussir à recruter d'une manière, quand même optimale pour la boîte». Bien sûr, de toute façon, tu as plus le choix. Tu as un board. Tu vois, je me suis retrouvé avec 17 investisseurs au board. Donc, à la fin de l'histoire, c'est toi qui es responsable. Hein. C'est évident que quand tu vas lancer les US et que le board est contre, d'ailleurs, à l'époque, il faut que tu assumes. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu recrutes les bonnes personnes. Voilà. Et donc, cette philosophie-là, je l'ai toujours un peu gardée. En revanche, effectivement, l'objectif, c'était de recruter les bonnes personnes. Et tu vois, sur mes expériences d'après, notamment à Agua Blanca, je pense qu'un des facteurs d'échec, entre guillemets, de la boîte, c'était le recrutement. Voilà, je me suis clairement planté, en fait. Pas sur tout le monde, évidemment, mais je me suis trompé de typologie de profil. Tu parles du lancement en US, comme quoi ils sont potentiellement contre. Tu peux nous raconter ou pas? Le pourquoi, comment ça se passe? Bah parce qu'en fait, si tu veux, on a appuyé sur le bouton en 2009 et que, encore une fois, à l'époque, on te dit, on a une vision très e-commerce en silo du monde du retail. Et donc, on te dit, fais bien la France, fais bien les UK, fais bien l'Allemagne, etc., etc. Et moi, je pense que dans une logique de marketplace, l'objectif, c'est d'être partout parce que tu as des vendeurs quelque part et des acheteurs ailleurs et que et notre objectif c'était pas d'être le premier aux US mais d'être bien aux US pour être le premier mondial en fait. Il y a tellement de vendeurs en fait pardon d'acheteurs dans ce pays que finalement tu vois ça portait ma croissance d'après et donc j'ai eu du mal en fait à convertir mes investisseurs là-dessus et finalement on y a été tu vois et je crois qu'on a vraiment eu raison d'y aller, ça nous a beaucoup porté. Mais oui, c'est des modèles hybrides. On est sur la seconde main, la mode, et on est en 2012. Effectivement, tes petits Frenchies. Et en fait, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, pardon, je te parle toujours des investisseurs, mais c'est d'avoir rapporté la parole d'investisseurs US qui montraient que c'était un sujet qui était vraiment très très chaud aux US et qu'on avait vraiment raison d'y aller. Donc, si tu veux, je suis arrivé avec mes testimoniaux de VC emblématiques au board. Voilà, et je pense que ça nous a beaucoup, ça nous a beaucoup soulagé en fait. Pour qu'on parle, aussi de ce que tu fais, aujourd'hui, on va conclure sur Vestiaire Collectif. J'aimerais juste que tu nous racontes un peu le départ dans l'ordre de ce que tu peux dire, dans l'ordre de ce que tu veux dire aussi. Mais, au moins comprendre le pourquoi, comment est-ce que ça se passe quand tu dois quitter ta propre boîte. J'ai eu le sujet avec, Philippe que tu as regardé.
c'est pas toujours facile, mais parfois aussi c'est une libération pour pas forcément en tant que businessman, mais plutôt en tant qu'homme. Donc comment est-ce que tu l'as vécu toi? Sur le moment, assez bien. Je l'ai mal vécu plus récemment. En fait, c'est assez marrant. Tu vois, j'ai eu un effet plus long terme. Je vais être assez transparent avec toi. Je vais évidemment pas pouvoir tout te dire, mais clairement, c'est une décision du conseil. Euh, la boîte ne faisait plus que 10% de croissance annuelle. Alors moi, j'estime que c'est pas mal quand on a atteint des tailles. Voilà. En revanche, effectivement, on avait le sujet de l'Asie. J'étais probablement pas la bonne personne pour ça. On avait eu des discussions un peu tendues déjà sur le fait que euh, il y avait eu plusieurs offres de rachat de vestiaires à l'époque, et donc du coup, on les avait refusées toutes. Parfois dans des conditions un peu complexes. Moi, je sais que la dernière, je l'aurais acceptée, sincèrement, évidemment, et pas pour des raisons financières, mais parce que ça correspondait bien à ce qu'on voulait construire par la suite. Alors, c'était un des groupes de luxe, en l'occurrence. Et donc, je voyais bien la lifetime value des produits, je voyais bien les synergies avec les marques, je voyais bien les synergies avec les équipes, je voyais bien la gestion des coûts, je voyais bien la profitabilité à travers ça, etc. En revanche, effectivement, on m'a dit on faisait suffisamment de croissance, qu'on avait perdu beaucoup de temps, qu'il y avait l'Asie, etc., etc. Ce que j'ai entendu. Mais donc, tu vois, il y a eu plein de petits sujets qui font que à la fin, tu te demandes si c'est encore toi qui gères. Et, euh, et puis tu te poses toi-même la question de est-ce que je suis la bonne personne pour la suite ou pas. Euh, Honnêtement, j'entendais extrêmement bien avec 80% de mes investisseurs et du board. Et donc, bon, les discussions ont été assez ouvertes. Il y a juste, tu vois, si je dois donner un petit truc un peu croustillant, euh, j'ai pas tellement apprécié la méthode avec laquelle on m'a annoncé en fait que je ne ferais plus partie de l'histoire. C'est-à-dire que on m'a expliqué que on allait remplacer mon DG, qu'on pensait c'était pas la bonne personne pour la suite, et que du coup on allait me trouver un DG. Et en fait, si tu veux, j'ai appris sur le chemin parce que quand je m'entends bien avec les gens, j'ai appris que finalement c'était un moyen de me faire partir tranquillement parce que j'allais rencontrer des profils qui étaient probablement plus forts que moi pour la suite. Et donc, si tu veux, j'ai trouvé que c'était tellement, après 10 ans d'expérience, où tu as passé toi-même beaucoup de temps avec tes investisseurs à leur recruter leur LP, parce que finalement, tu es la carte un peu sexy de la tech de l'époque. J'ai trouvé qu'il y avait une absence de loyauté chez certains qui était complètement dingue. Tu vois, ça, j'ai eu du mal à le digérer, sincèrement, parce que je suis un adulte, les chiffres sont pas bons, les chiffres sont bons, tu fais pas l'affaire, voilà, on a une discussion d'adulte, voilà. Et donc, je pense que ça, j'ai trouvé ça assez médiocre. Et puis dans l'eau, honnêtement, il y a Claire Houry qui est general partner de Ventec. Bah, elle a eu le courage de me parler, de dire les choses, etc. Honnêtement, c'est quelqu'un que je vois encore beaucoup aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a une transparence et une justesse sur tout le chemin vestiaire avec les hauts et les bas, et les choses qui sont toujours dites, et c'est elle qui m'a annoncé les choses de manière très smart, etc. J'ai toujours apprécié en fait cette transparence chez elle. Mais voilà, tu vois, honnêtement, ça n'est pas mon choix. Et puis bon, voilà, il y a eu encore des tumultes un peu récemment chez Vestia, des deux cofondatrices qui sont parties de Vestiaire avec mon remplaçant. Honnêtement, je vais pas les transmettre, mais quand j'ai vu les chiffres, voilà, moi je suis parti pour moins que ça. Tu vois. Donc, tu sais, t'as toujours un petit regret. Et puis après, dans mon dans ma réflexion, ça c'est mon ego, c'est un peu de la connerie. Je pense sincèrement, on m'a proposé de rester chairman de la boîte, donc diriger le board. Je l'ai fait quelques mois, et en fait, tu sais, tu te perds complètement. C'est-à-dire qu'à la fin, tu imagines, c'était triple tombé. Moi, j'ai vendu mon premier appart en fait pour monter la boîte. Tu vois, c'est pas anodin. T'es dans un truc, bah, tu sais ce que c'est. Voilà, toi-même, tu entreprends, tu vois à quel point tu peux te dédier au sujet. Donc, quand tu tiens ça pendant 10 ans, c'est un parcours de vie. Ta vie personnelle est tellement impactée par ce que tu construis. Et donc, effectivement, quand tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient t'expliquer ce que doit être la suite, finalement, c'est pas juste la suite de l'entreprise, c'est la suite de ta vie, en fait. Et donc,
Et donc ça, je trouve qu'il faut que ce soit fait avec finesse. Et tu vois, je me retrouvais pas dans un job de chairman, c'est-à-dire que mon rôle changeait complètement et j'étais plus à défendre l'entreprise, j'étais plus à défendre les investisseurs dans les décisions de la suite. Voilà. Donc j'ai démissionné très vite. Peut-être que j'aurais dû rester pour des raisons politiques ou financières d'ailleurs. Je l'ai pas fait, ça m'a permis de faire autre chose. Et mon fils qui est arrivé, bon, c'était super. Oh. T'as pu avoir du temps avec ta famille au moins. Ouais, exactement. Alors j'ai eu une petite tuile de santé à ce moment-là, mais voilà, qui s'est réglée sans souci. Et bah, Mais non, écoute, voilà, ça te permet d'avoir du temps, c'est bien aussi, et de te projeter un peu. Mais j'étais blessé un peu récemment, en fait, pour tout ça. mmh. Mmh, tu vois, il y avait un truc aussi dans ta description qui m'a marqué. C'était plutôt aussi ce profil de bâtisseur, heu plutôt, potentiellement plus que manager, tu vois? Et c'est un truc qu'on retrouve souvent chez les serial entrepreneurs comme tu es. Cette capacité à créer de zéro et à rendre un projet hyper bankable, mais potentiellement aussi un petit peu des difficultés après à faire grossir après des années. Je ne sais pas si toi tu le vois comme ça. Est-ce que tu dirais que déjà il y a une différence entre les 2 et est-ce que tu te vois aussi un petit peu dans ce truc? Ah oui, complètement. Moi, je suis un bâtisseur. Tu sais, j'ai 55 ans, à un moment, il faut arrêter de se mentir. Globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est construire, parce que je pense que j'ai une bonne intuition sur ce marché, et du coup, l'orchestration du début, je la comprends bien, tu vois, je vois bien les choses, etc. Et j'aime bien les situations compliquées. Tu vois, j'ai pris plusieurs mandats de boîtes qu'il faut soit retourner, soit il y a des problématiques vraiment spécifiques. Ça m'intéresse beaucoup de travailler sur des problèmes spécifiques des boîtes. Voilà. Mais tu as parfaitement raison. Je pense que pour gérer une boîte, et c'était le cas pour Vestiaire, tu vois, d'ailleurs, je suis très, très rassuré par Bernard Osta, qui dirige Vestiaire aujourd'hui, qui est l'ex-CFO, qui a été recruté par mon prédécesseur. Le mec est vraiment génial, honnêtement, et je pense que Bah, le souvent les succès de Vestiaire CFO, Ouais, mais mais honnêtement, il a une très bonne vision produit, il sait s'entourer. J'aime vraiment ce type. Et donc du coup, je pense que c'est la bonne personne pour la boîte aujourd'hui. Et tu vois, ça me rassure beaucoup en fait, me dire que bah, et d'ailleurs les résultats de Vestiaire aujourd'hui sont quand même assez bons. Hein, donc c'est aussi lié à ça. Voilà. sur la suite de ton parcours, donc il y a eu une petite pause, je crois, de quelques années. Tu as ensuite rebondi sur différentes aventures. Tu me dis, hein, si je me trompe pas. Il y a ensuite eu, pardon, quelques aventures. J'aimerais bien que tu nous parles un peu du rebond et de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bien sûr. En fait, il y a eu une petite pause dans l'entrepreneuriat parce que forcément, tu t'inventes un rôle d'investisseur. Et tu vois, typiquement, ta philosophie de vie ou de travail, euh, euh, c'est un métier en fait. En l'occurrence, c'est un métier qui doit être fait avec passion et ça m'intéressait pas du tout en fait. Euh, et donc, moi, j'ai encore une fois, d'une manière générale, aussi investi mes fonds dans des boîtes parce qu'il y avait les fondateurs que j'aimais beaucoup. Après, honnêtement, si j'avais dû regarder un peu sur le papier, je l'aurais peut-être pas fait partout. Voilà, il y a eu des succès, il y en a eu moins, mais voilà. Donc j'ai eu tu vois, cette phase de vie, investissement. Voilà. Après, j'ai investi dans des fonds, donc c'est plus facile. Tu vois, mais donc j'ai eu ce moment-là. J'ai pris quelques mandats de boîte. Et donc j'ai commencé à m'essayer à tout ça et en fait l'entrepreneuriat me manquait terriblement et j'avais besoin de remettre les mains dedans et donc voilà, et donc on a lancé une boîte qui s'appelle Agua Blanca qui faisait ce que fait Vestiaire mais sur les produits d'hygiène et d'entretien pour la maison, le linge et le corps. Encore une fois, c'est les usages, c'est le repeat, etc. Avec des produits qui étaient des produits à la fois inspirants, efficaces et bon pour tout le monde, si je dois un peu faire du marketing. Euh, on a levé très vite en pré-seed avec Daphne qui a mis 2,6 millions en pré-seed dans la boîte. Le Covid, mais le Covid, beaucoup de boîtes ont eu le problème du Covid, mais c'est sûr quand les usines sont fermées pour produire de la lessive, c'est un peu compliqué.
Donc on a eu peut-être 8-9 mois en fait de décalage sur la production, mais pareil, un conseil d'administration qui valide les choses, etc., etc., et qui accepte en fait le fait qu'on mette un peu plus de temps à lancer. Finalement, on lance assez bien, on relève 2,5 millions, on fait rentrer Vivendi via sa filiale Prisma pour travailler sur toute la partie programmatique, pour faire chuter nos coûts d'acquisition. Ça marche super bien. Voilà, et en fait, au moment de la série A, on n'arrive pas à lever. En fait, on a quelqu'un qui nous avait dit go, et puis finalement qui s'est rétracté au moment de verser les fonds. Et donc, j'avais 3 mois et demi de cash dans un contexte où plus une boîte en consumer levée. Ça a refroidi nos existants. Et donc, je me suis retrouvé dans la course, même avec mon, tu vois, mon pédigré, entre guillemets, et mon carnet d'adresses. J'ai vu 81 VC en 3 semaines. Et j'ai jamais réussi à lever. Moi, mon argent était pas liquide parce qu'il était placé dans des fonds. Et donc, je me retrouvais bêtement à liquider une boîte qui, en 3 mois, l'année de la liquidation, a fait plus de revenus que les 18 mois précédents. Donc, tu vois, on était parti. Voilà, c'est ça un peu la frustration. Donc, après, je pense qu'il faut pas rejeter la faute sur les autres. C'est ma responsabilité. J'aurais dû anticiper, en fait, ce contexte de levée. Je me suis un peu trop reposé sur le fait qu'on avait un accord assez solide. Et j'aurais dû regarder ailleurs. J'ai pensé que cette crise du consumer ne nous toucherait pas. J'ai eu tort. Et donc, dans ce que je te disais au début de notre entretien, je pense que l'équipe, on m'a tellement dit chez Vestiaire, il prend des gens qui l'ont déjà fait, tu vas voir, tu vas gagner ton prends des gens qui l'ont déjà fait. Donc, du coup, la seniorité, en fait, de l'équipe chez Agua Blanca était peut-être un peu trop élevée, avec des gens qu'on payait très bien, qui avaient beaucoup d'expérience et qui finalement n'avaient pas la dalle, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé vraiment avec ça, et des gens très compétents. Encore une fois, je crache sur personne. Je pense, dans un autre contexte de boîte, ils auraient été géniaux. Mais en tout cas, j'ai mal recruté en fait sur Agua Blanca. Et ça, si tu veux, on n'était pas dans un truc d'effervescence. Tu vois, l'alchimie a pas fonctionné comme elle a fonctionné avec Vestiaire au début. Et donc, tu vois, c'est multifactoriel, et donc ta boîte ferme. Bon, basta. Voilà. Liquidé en juillet 2023. Et aujourd'hui, Malheureusement. tu fais beaucoup de choses Et encore. aujourd'hui, alors, non, moi, je suis assez, non, je fais pas beaucoup. Je relance un projet qui s'appelle Archive, qui est dans la seconde main. Et en fait, si tu veux, depuis 20 ans, pratiquement, j'ai consolidé de la data qui était statique sur le marché de la seconde main. Usage, produit, marque, etc. Et je l'ai rendu dynamique avec l'IA. Et donc aujourd'hui, j'ai une lecture assez prédictive en fait de ce marché. Et ça me permet de comprendre exactement, pratiquement exactement, où sont les curseurs de croissance et où sont ceux qui sont les freins d'aujourd'hui. Donc, sur des modèles qui sont légitimes. Et donc, moi, je relance quelque chose dans la seconde main. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Qu'on a testé depuis quelques mois déjà et sur lesquels on fait déjà plusieurs millions d'euros profitables pour le coup. Ça, c'est une leçon. Mais j'y crois beaucoup. Voilà. Et là, on est encore 5 à bord, Donc, les on fondateurs. suivra ça avec beaucoup d'attention alors. J'inviterai les gens à aller voir un petit peu, suivant quand sort l'épisode. Mais j'aimerais parler de pas mal de choses que tu as été que tu été amené plutôt soit à dire durant tes différentes aventures, soit des choses plutôt de l'ordre du général qui sont pas forcément liées à toi. Il y a une phrase sur l'usage que tu as prononcée qui est changer les usages pour changer le monde. Euh, Comment est-ce que tu la retends, toi, cette phrase? Qu'est-ce qu'elle sous-tend pour toi? Alors, encore une fois, je pense que c'est une question de... Alors, très modestement, hein, je trouve que il y a une question d'éducation et qu'il faut montrer un peu l'exemple et qu'il faut se forcer. Il faut se forcer à pousser les bons produits, les bons usages pour essayer de rentrer dans une motrice qui est la motrice du volume. Euh,
Honnêtement, j'ai beaucoup d'humilité là-dessus parce que je pense que dans la mode, on est à des années-lumière, hein, honnêtement, d'avoir des comportements qui sont exemplaires. En revanche, je pense que tu vois, euh, Vestiaire était précurseur là-dedans, et je vois aujourd'hui, on en a parlé déjà beaucoup, mais je vois aujourd'hui l'impact de la seconde main dans les foyers. Je me dis, ah, je pense qu'on a quand même contribué à faire quelque chose de pas mal. Ma fille pense d'abord seconde main, c'est pas parce que ma fille, mais parce que aussi ses copines, etc. Vinted, ça fait partie des usages. C'est limite un nom commun en fait, tu vois. Donc Carrément. euh, et donc j'ai cru que je pouvais faire la même chose sur les produits d'hygiène et d'entretien, toujours en parlant d'inspiration. Je pense qu'il y a des produits dont les textures. Tu sais, nous on avait une charte qui était assez poussée. Et on avait un labo indépendant qui travaille beaucoup sur les textures, les odeurs, l'efficacité. Et donc, tu as tout ça cumulé. Finalement, quand tu as quelque chose de beau et d'efficace, pourquoi t'irais voir ailleurs quand le prix est là? Voilà. Euh, donc oui, je suis très attaché à ça. Je pense que la culture de l'usage, à la fin, ça fait tu vois, ça fait du volume. Voilà. En revanche, c'est des temps très longs, hein, et ça, c'est certain. Voilà. Si on parle des jeunes générations, notamment la mienne et tout, comme tu disais, ta fille, Vinted, c'est quasiment un nom commun. Moi, je sais que dans mon entourage aussi, c'est à fond. Genre, j'ai carrément des gens qui se prennent pour des businessmen parce que Vinted a balle. T'as carrément des gens qui lancent des business sur Vinted. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui devient très commun. Mais quasiment maintenant, on achète, on porte, on revend, quoi. Tu vois, très très vite, très très rapidement. Euh, Est-ce que toi, tu es enthousiaste par rapport à cette nouvelle manière de consommer le produit? Je le suis, et tu vois, je vais te donner une petite anecdote. Euh, En 2012, il y a un des investisseurs de Vinted qui m'appelle et qui me dit, écoute, est-ce que tu peux recevoir un des fondateurs? En l'occurrence, c'est Justas. On a pour l'instant beaucoup de mal à sortir de la Lituanie. Le modèle, on voit qu'il y a un potentiel incroyable. Et donc, j'ai des photos de moi et lui sur mon tableau, mon paperboard, en train de travailler sur le modèle et de le faire évoluer. On s'est toujours parlé, tu vois. Je trouve que... euh, mais moi, j'adore. Enfin, je pense qu'ils méritent largement leur succès. Pas de friction, asset light à mort, et surtout toute la brique servicielle autour. Attends, si tu veux, je trouve qu'à la fin, c'est génial. Euh, mais oui, je suis très fier que ce soit, tu vois, que ce soit rentré dans les usages de tout le monde. Sur l'impact, sur les différents projets que tu as été amené à monter, l'impact, c'est quand même au centre, tu vois, notamment, bah, Vestiaire, mais ce que tu disais avec Agua aussi. Euh, pour des entrepreneurs qui nous suivent, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une possibilité aujourd'hui d'allier le côté business pur et impact? Ou c'est vraiment quelque chose de très compliqué? Alors, c'est dépend si tu parles à l'échelle locale ou à l'échelle mondiale, tu vois, c'est toujours pareil. Ouais. Je pense que Bah déjà en euh, France, tu vois. moi, ce que j'aime, c'est les tendances. Tu vois, t'as une tendance de fond. La seconde main, c'est une tendance mondiale. Ça a forcément un impact. Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de marketing autour de tout ça. Oui, je pense que quand tu lances un business avec conviction, tu sais, vraiment, hein, j'ai été porté, on m'a proposé des choses assez intéressantes sur le papier après Vestiaire, et encore récemment, je suis incapable d'aller dans ces business où je trouve pas du sens en fait à ce que je fais. Je sais que voilà, parce que pourquoi? Mais parce que l'argent n'est pas ou n'est plus mon moteur, en fait. Ou la reconnaissance, tu vois, je m'en fiche un peu aussi. Donc, à la fin, je crois que ça te pousse à faire des business qui ont du sens. Et tu vois, là, j'aide une marque de cosmétiques qui s'appelle Orizalab. C'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai découvert le monde de l'hospitality récemment avec cette marque. Parce que, effectivement, Cosmeto, c'est encombré, il y en a dans tous les sens. Il y a beaucoup d'innovations maintenant avec tu vois, la technologie, les LED, etc. Mais c'est vraiment intéressant de partir d'un spa, d'un hôtel de Comporta, tu vois, qui crée ses propres marques, et de comprendre que finalement, dans cet hôtel, il y a 35 000 personnes qui passent tous les ans,
et que bah, tu en as X% qui prennent les produits du spa et comment tu arrives à prendre tout ça et à le digitaliser et faire en sorte que tu fais du repeat, tu fasses du repeat avec les produits. Je trouve que c'est passionnant en fait cette convergence-là. L'hôtel a été vendu depuis, donc la partie cosméto a été spin-offée. Et donc, tu vas travailler sur ces usages-là, c'est très intéressant. Mais là, du coup, oui, ingrédients parfaits, efficacité parfaite, etc., etc. Donc, mais oui, oui, je pourrais pas, tu vois, je pourrais pas faire autrement. J'arrive sur le jeu de fin que tu as probablement vu du coup dans l'épisode avec Philippe, qui est le jeu du newbie où je vais te poser des questions, en plus ça tombe bien, t'es papa, dans lesquelles je vais me positionner comme quelqu'un de très jeune, donc il va falloir me répondre avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de, de simplicité. Et donc j'aurai quelques questions. Euh, c'est quoi vestiaire collectif comme si tu l'expliquais à moi? C'est un endroit où tu peux vendre tes vêtements et en acheter des très inspirants. Si toi, tu avais 12 ans et qu'on te demandait aujourd'hui ce que tu voudrais faire, tu dirais quoi? Bâtisseur, architecte. Pourquoi tu travailles encore alors que tu as déjà fait plein de choses? Parce que j'ai pas le sentiment de travailler. C'est quoi la pire chose que tu as vue dans le monde de la mode? Le gaspillage. C'est quoi la chose la plus stupide que toi tu t'es acheté dans ta vie? Je sais pas te répondre. Je sais pas te répondre. Il y en a eu beaucoup. Si, Ah, si- ouais, non, je sais pas te répondre à ça. si moi je te demande aujourd'hui en soirée, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu me réponds? Alors tu sais que je n'ai pas vu, j'ai pas vu cette partie-là de l'interview donc, mais je construis, j'entreprends et j'essaye d'être père intelligemment. Et toi, est-ce que ta famille, tu dirais, est-ce qu'elle est elle est, wow, je vais la reprendre, pardon. Toi, ta famille, est-ce que tu dirais qu'ils sont fiers de toi? Est-ce qu'ils te l'expriment? Ma famille, oui, je le ressens tous les jours, vraiment. Ils te l'expriment comment? Est-ce que tu le ressens? Euh, alors c'est difficile d'être court là-dessus, je le ressens parce que on me le dit, on me le caractérise, on me le matérialise. Euh, voilà, et mon fils qui a 8 ans me montre, me dit mais je t'ai vu à la télévision, et donc il comprend pas encore trop pourquoi, etc. Mais voilà, et donc il m'explique qu'il est très fier de ça. Voilà. Ça a un impact sur toi? Là, même hors le jeu, question simple. Euh, oui, oui, bah, c'est évident. Enfin, tu sais, moi, encore une fois, ma famille, c'est mon énergie, et donc oui, oui, ce que ressent, en tout cas, ce que pense ma famille, c'est très important, et en bien ou en mal. Donc, je prends absolument toutes les critiques, et tous les points positifs. Mais euh, je pense qu'il ne me raterait pas. Ma fille ne m'a pas arrêté récemment sur mon absence à des moments importants. Ouais, ah Donc, mince. euh, donc, je pense que c'est important, ouais, ouais. Ça compte beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. C'était une super interview. Je suis ravi de t'avoir reçu. La dernière question que je pose maintenant à tous les invités, c'est si toi, tu devais me recommander quelqu'un à moi et aux personnes qui nous écoutent à recevoir sur ce média, ça serait qui? Alors, tu sais, moi, j'adore l'architecture. Je devais être architecte à l'origine. Et j'ai bifurqué parce qu'il y avait une crise monumentale sur le secteur, et c'est ma passion absolue. Euh, donc, probablement un archi. Et finalement, je me rends compte qu'inconsciemment, dans mon cercle, j'ai beaucoup d'architectes dans mon entourage. Mais je te dirais, il y a deux personnes que j'adorerais entendre sur Vision du Monde. C'est Antoine Ricardou, euh, qui a une boîte qui s'appelle Atelier Saint-Lazare, qui a fait beaucoup d'hôtels d'ailleurs, et un autre qui s'appelle Jules Mehdi Deschamps,
qui a une boîte qui s'appelle Ouvrage Paris. Ces 2 types sont incroyables, vraiment. Écoute, c'est noté et si j'ai l'occasion, je les contacterai en disant que je viens de ta recommandation. Merci beaucoup Sébastien, tu as donné beaucoup. Merci, c'était super.